Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Je suis très heureuse de vous retrouver pour lancer ce week-end. On fait toujours corps ensemble en direct sur Twitch, mais également en replay sur Rugby-Rama, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur Via Occitanie. On va parler rugby avec le sourire, vous le savez. Et au programme, aujourd'hui, on va bien évidemment évoquer ce 15 de France qui affrontera l'Argentine ce vendredi soir. On s'est posé une question. Cette tournée marque-t-elle un tournant pour les cadres ? On y répondra tous ensemble. N'hésitez pas à participer dans le chat. Vos commentaires seront les bienvenus. On évoquera également le retour du top 14 en présence de Romain, qui est notre expert prono, qui fait partie de la Dream Team. Justement, Romain, je viens de le présenter. Notre briviste est de retour. Et oui, il faut après quelques vacances, il faut revenir, hein, même s'il n'y a pas de Pro D2. On en profite. Il y en aura quand même, puisqu'on va un petit peu en parler. Et Paul est toujours avec nous, comme d'hab, j'ai envie de dire. Salut Manon, salut Romain, salut à toutes et à tous. Alors Paul, je sais que tu vas bien, mais que Nadal, ça t'a un peu un petit coup sur la tête. Là. Ah oui. Tu me lances sur Rafa. Ah ouais, je te lance sur Rafa direct. Je suis en deuil là. J'avoue que ceux qui me suivent sur les réseaux ont vu ma magnifique story. Non, en vrai, franchement, terrible quand même pour le sport en général. Ouais, je trouve. Triste. Est-ce qu'on peut... Si, complètement. Romain est pas trop tennis. Romain est plus Vendée Globe, tout ça. Ouais, voilà, je suis plus dans la voile en ce moment là. D'ailleurs, à tout moment, il faut que je change mon bateau dans l'émission. Donc, Ah ouais. Tu joues à fond. Comment ça s'appelle déjà? Virtual Regatta. Ah voilà, c'est vrai. Donc, comme plus de 600 000 personnes quand même. Oui, c'est vrai que c'est. Je suis passé à côté, mais c'est vrai que ça doit être bien stylé. Tu mises au début sur un mec? Non, c'est toi qui navigues. Ah non, tu navigues. Qui navigue sur Terre. C'est méga stylé, je trouve, comme jeu. Ah, je pensais que tu misais en gros sur un gonze et. Non. Non, là, en fait, t'as ton bateau et tout et tu. Est-ce que tu te lèves la nuit? Ça dépend, quand il y a besoin. Non, en vrai, oui, parce que tu dois faire comme avec la météo et tout, quoi. Ah oui. Ah, c'est stylé. T'es combien là? 30 000, je crois. Ça va mal pour Romain. C'est peut-être sur 600 000. T'en es où là? T'es où? J'arrive bientôt à l'équateur comme les vrais. Ah, comme les vrais, donc ça va au final. Oui, pas trop de retard. Trop largué. Bon, est-ce que ça vous dit de parler rugby? On va commencer avec la présentation du week-end que j'ai demandé à Paul de préparer. Alors, Paul va nous dire un petit peu les matchs qu'il ne faut pas manquer ce week-end. Oui. France-Argentine demain soir. On va commencer par ça, 21h, 21h10. En plus, c'est le premier gros moment du week-end. Après, si on veut rester sur la fenêtre internationale avec des gros matchs, il y en a quand même pas mal le samedi avec t'as Irlande-Fidji, Pays de Galles, Afrique du Sud et Italie-Nouvelle-Zélande. Moi, celui qui m'intéresse, c'est un peu le Irlande-Fidji. Ouais, j'allais dire, j'aime. Oui. Moi, ça me tarde de voir comment ces Fidjiens vont réagir. Les Irlandais m'ont pas impressionné, notamment offensivement. Ils vont quand même être confrontés à une équipe qui offensivement a l'habitude d'envoyer des jeux, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que le Pays de Galles, Afrique du Sud, on va regarder ça, mais presque avec. Pas comme Italie et Nouvelle-Zélande. Ouais, mais les Gallois, le problème des Gallois, c'est que c'est quand même une grande nation du rugby et qui est tellement. Je sens un petit côté vicieux quand envie de se dire est-ce qu'ils vont replonger encore plus bas? Non, mais alors, soit tu le regardes avec de la tristesse, soit tu le regardes avec le petit sourire en coin en mode bon, ils nous ont bien embêtés pendant des années, là ils sont au fond du trou, quoi. Ils ont quand même pas gagné un match de l'année. C'est quand même triste pour pire série. Et puis Italie, Nouvelle-Zélande, oui, bon là on connaît vraiment le scénario. Vu la composition des All Blacks en plus, on pensait qu'ils allaient faire un peu tourner. Non, pour les pauvres Italiens là. Ils vont prendre une balle aussi. Et on a quand même du top 14 qui est de retour. Oui. Énorme. Oui. J'ai noté quelques affiches. Toulon-Bayonne pour commencer. Ouais. C'est une belle affiche. Bayonne veut continuer à prouver qu'il a sa place pour les phases finales. Et Toulon du coup va avoir un peu la pression. J'ai mis Castres-La Rochelle aussi. C'est un match qui m'intéresse forcément pour La Rochelle, mais je trouve que c'est un gros déplacement entre La Rochelle qui est un peu en quête d'un match de référence à l'extérieur et Castres qui doit maintenir sa bonne forme à domicile. Et Van UBB pour l'ambiance le soir à 21h quand même. On va voir comment l'UBB de Mathieu Jalibert se comporte à la Rabine. Et le dimanche aussi, Écosse-Australie, qui va être un gros match, je pense. Et du coup, le derby parisien, le soir. Il y a un Clermont-Lyon aussi, non? Oui, bon, celui-là, je ne l'ai pas noté. Oui, je comprends. Mais Lyon-Clermont. Moi, ça m'intéresse. Lyon-Clermont. Lyon-Clermont.
Ouais. J'ai toujours tendance à inverser les deux. Non, mais c'est un match intéressant, oui, c'est vrai, parce que c'est quand même deux équipes. Lyon, s'ils veulent aller un peu plus haut, c'est sûr que. C'est ça, tu vois, je me dis que ça peut être intéressant. Et Clermont, c'est toujours le même souci un peu à l'extérieur. On attend toujours ce match un peu ref à l'extérieur qui n'arrive pas, quoi. Donc s'ils veulent avoir des ambitions, c'est maintenant. Puis ça reste un doublon, donc on va voir aussi, on va découvrir de nouveaux joueurs. Ouais. C'est aussi sympa. Ouais, espérons qu'il n'y ait pas trop de neige quand même, parce que quand on voit. En tout cas, Paris, c'est sous la neige. Hein. Ouais, les Bleus se sont entraînés ce matin. Des règlements climatiques, les amis. Mois de novembre. Bon, à Paris. Novembre, c'est normal qu'il fasse froid quand même. Ouais. Le problème, c'est que là. Non, ça l'emballe pas. On est parti sur la météo. Non, mais à Toulouse, il fait un peu chaud encore, je trouve. Oui, mais parce qu'on est à Toulouse. Oui, voilà. Non, oui. Je trouve qu'il y a quand même des différences de ouf, quoi. Mais bon, bref, merci l'instant Paul. politique. Merci Paul. Protéger la nature. Je trouve qu'à Toulouse, c'est trop sale. Non, ça, c'est un petit coup de gueule. Voilà. Petit coup de gueule. Trop sale dans les rues. Alors, si tu veux, la prochaine fois que tu fais kick-off, discours d'avant-match. Sur la salle à Toulouse. On invite on invite le maire de Toulouse, je vous le dis. Depuis 3 mois, je me balade beaucoup, forcé, mais du coup, je trouve que c'est vraiment sale. Ouais. Bon, donc, avant de se lancer dans cette émission, puisqu'on va quand même pas faire que de l'écologie, on va parler un petit peu de tout. Est-ce que ça vous dit qu'on s'échauffe un peu avec le discours d'avant-match ? Tu commences fort en plus, je crois. Eh oui. Allez, c'est parti. Alors franchement, je vous promets qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire un discours positif. Alors, en ce moment, c'est très compliqué. Qu'on se le dise, l'actualité ne veut pas forcément du positif. Je ne sais pas si c'est mon humeur bêtise humaine, mais en tout cas, j'ai eu du mal à ne pas parler de ce sujet qui me tient à cœur. Donc pour tout vous dire, je crois qu'en réalité, je suis un peu naïve. D'aussi loin que je me souvienne, quel que soit le sport que j'avais décidé d'aller voir quand j'étais petite, avec mon grand-père, avec mon père, ou quel que soit le stade dans lequel j'étais, je n'ai jamais entendu de propos racistes. Il faut dire que je n'ai pas aussi fréquenté peut-être des endroits où c'était le cas. J'ai rarement mis les pieds dans un stade de foot, là où c'est souvent le cas, malheureusement, sans vouloir faire des supporters de foot un cliché. Mais il y a quelques jours, j'ai compris que j'étais peut-être complètement déconnectée de la réalité, parce qu'en 2024, je n'arrivais pas à imaginer que ce soit encore toujours autant le cas, des insultes racistes sur le terrain, en tribune. Et j'étais chez des amis, je vous dis tout, en train de boire un bon verre de vin rouge, pardon. Et en rentrant du rugby, mon pote me dit « Putain, t'as vu ce qui s'est passé ? Un mec de Tricastin, quand il est rentré sur le terrain, en tribune, ils ont fait des cris de singe. » Alors au début, quand il me dit ça, j'y crois pas du tout. Je me dis, mais où est-ce qu'il a entendu cette connerie ? Forcément, je lui demande d'où il tient ça, je le crois pas. Et il se sent carrément obligé de me montrer la vidéo pour me montrer que non, il se trompe pas. Et à ce moment-là, en fait, j'ai ressenti vraiment quelque chose d'étrange. Un sentiment, il y avait de la honte, il y avait de la colère, il y avait du mépris, de l'injustice aussi, mais honnêtement, beaucoup de tristesse. De tristesse parce que j'ai la sensation que ce monde n'avance pas. Si le racisme continue d'exister ces derniers temps, je trouve qu'il s'est amplifié au rugby, parce que c'est des choses qu'on n'est plus censé voir et qui pourtant arrivent encore. Je le disais, en tribune comme sur le terrain, on l'a vu avec l'actualité en ce moment. Alors je salue sincèrement ceux qui ont osé parler et j'encourage ceux qui n'ont pas pu le faire ou qui n'ont pas voulu le faire à parler. Il faut le dire, l'impact du racisme doit être considéré à sa juste valeur et pour ça, n'abdiquez jamais. Le racisme n'a et n'aura jamais sa place. Si les tribunes ne sont malheureusement que le reflet de notre société, ne laissons plus ces racistes gangréner notre sport et notre vie. Il est impossible de faire taire les plus abrutis d'entre nous, c'est vrai, mais battons-nous pour que ce qu'il reste d'humanité ne disparaisse jamais. Voilà, messieurs, j'avais envie d'en parler parce que je sais, ça lance pas l'émission de la meilleure des manières, mais on peut pas tout mettre sous le tapis tout le temps. En fait, on a su parler des sujets qui fâchent, entre guillemets, quand il le fallait. Là, encore une fois, l'actualité le veut aussi, parce que peut-être que les langues se délient. Je trouve qu'il y a des moments où les langues ne se délient pas forcément, où on n'en parle pas, parce qu'on se dit j'ai pas envie de faire d'histoire, ou j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de là. Mais en fait, il faut qu'elles se délient. Il faut qu'on en parle et il faut que ces gens payent. Forcément, c'est important de parler, oui, ça c'est sûr. Donc je trouve ça hyper important, tous ces joueurs. En plus, c'est des jeunes joueurs récemment qui ont été victimes de ça, qui en parlent, qui osent l'afficher sur leurs réseaux sociaux. Joueuses aussi. Hein. Oui. Et oui, parce qu'il n'y a pas que... C'est une équipe féminine qui a été impactée. Ouais. Oui. Là, tu parles de Tricastin. Là, récemment, à Angers-Tours, c'est des juniors, je crois, 2 joueurs... par d'autres des adversaires. C'est triste, c'est déplorable. Il faut en parler parce que
on ne peut pas le cacher, c'est tellement grave qu'il faut penser aux personnes qui sont victimes de ça et c'est bien qu'elles puissent en parler. Et il faut les soutenir. Il faut surtout punir ceux qui commettent ces actes. Je sais pas. Ouais, moi je m'interroge comment tu peux passer d'un samedi soir France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. 80 000 personnes qui chantent à l'unisson la Marseillaise, c'était magnifique. Tout le monde nous envie pour ça, pour cette ambiance, pour le fait de pouvoir avoir des clubs, des supporters du même club qui passent un bon moment ensemble sans qu'il y ait de bagarre et tout. Et que le dimanche après-midi, tu as des abrutis qui tiennent des propos racistes. C'est fou en 2024 en fait. Puis, même avant. Hein, Puis malheureusement, c'est sûr que, comme tu as dit, je trouve que c'est quand même devenu trop courant. Tu parlais du foot, mais je trouve quand même qu'en France, le football peut-être, mais dans d'autres pays, je trouve quand même qu'en France, il n'y a pas énormément de racisme dans le foot. Au contraire, je trouve quand même que c'est pas forcément la chose dans les COP et tout, c'est pas forcément ce qui remonte tout le temps. C'est plus le rugby qui est touché dans notre pays, malheureusement. Donc oui, je trouve ça à part dire que c'est terrible, que c'est condamné par la loi, hein, c'est pas une opinion. Ça, il faut voilà, c'est sûr que c'est pas possible, quoi. Ouais, il faut des mesures. Je me rappelle c'était l'ailier qui joue à Castres maintenant en Badiang qui avait été victime de ça en professionnel. Et le joueur en question avait d'ailleurs été condamné et a été on l'a plus vu sur les terrains en professionnel. Il faut que ça arrive avec un amateur aussi. Quasiment maintenant tous les matchs sont filmés, c'est comme ça que aussi il y a de plus en plus de preuves, donc les gens vont plus pouvoir faire ça caché. Au bout d'un moment ça va se voir, ça s'entend, donc il y a malheureusement aussi ce phénomène de foule. C'est quelque chose d'assez global, mais la psychologie des foules en fait ça y fait de foule et que les mecs des fois les mecs ils sont emportés par un truc. Quand tu arrives au stade, il y en a qui disjonctent complètement, quoi. Ils pensent que le stade, ils peuvent, un peu comme sur les réseaux sociaux, et ils pensent que ils peuvent dire n'importe quoi. Et tu as l'impression qu'ils ne tiendraient pas ce genre de discours dans la vie de tous les jours quand ils vont au travail et tout. Mais c'est la même chose. C'est un lieu public. Tu peux pas déjà penser avoir ce genre de propos. Il y a une sorte de dédoublement de personnalité. Oui, non, je sais pas. Après, quand certains arrivent au stade, c'est assez. En tout cas, les enquêtes sont prises quand même très au sérieux et ça, c'est bien. La FFR il semble enquête, que les clubs aussi, j'espère que les clubs prennent ça à bras le corps pour sanctionner aussi leurs joueurs ou qui peuvent commettre ces actes. Oui, parce que j'ai beaucoup parlé des tribunes, mais il y a aussi les joueurs. On parle des spectateurs, des supporters, mais c'est aussi, ça peut venir aussi du terrain et c'est pas plus grave parce que tout est aussi grave, mais je pense que c'est encore plus facile à punir quelqu'un qui joue, qui a une licence pour le suspendre, alors que quelqu'un qui est dans les tribunes, il faut trouver, mais après ça reste c'est à pas aller devant la justice. Hein, oui, bien sûr, il faut. C'est un délit. Et puis c'est vrai que c'est pas pour faire une comparaison, mais quand à la ligne, c'est pas la ligne, non, c'est pas le bon terme, mais quand tu es professionnel, en tout cas, tu peux des fois être un peu plus préparé à ça. Tu parlais de footballeurs, etc. Mais là, on parle d'hommes et de femmes amateurs ou d'enfants ou qui sont même pas majeurs, etc. Ça peut aussi avoir des conséquences psychologiques assez importantes. Donc, j'espère aussi que ces jeunes sont encadrés, ont le droit après peuvent parler, avoir quelqu'un, etc. être aidé. Et puis pouvoir être aidé, parce que c'est vrai que ça doit être horrible à vivre d'entendre ça et tout, quoi. Bon, on va passer à des sujets un peu plus cool. Parce qu'il le faut. Mais voilà, ça nous tenait à cœur à tous d'en parler, donc c'est fait. On va passer à la suite, messieurs, on va regarder un petit peu ce qui fait l'actu cette semaine. Bon, vous connaissez désormais le principe de l'actu en mêlée. Je vais vous faire une liste. Je vais dérouler une liste d'actualités de cette semaine. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner des sujets sur lesquels vous avez envie de vous arrêter. On s'y arrêtera. Mais en attendant de vous laisser un petit peu discuter dans le chat, messieurs, je vais commencer tout de suite avec le petit coup de gueule de Christophe Furios qui a eu lieu aujourd'hui. Bon, il en a pas mal, des coups de gueule. Mais aujourd'hui, il n'était pas hyper content de l'absence de Marcos Kremer, donc son troisième ligne, qui devait jouer avec Clermont ce week-end et qui a finalement été appelé pour jouer avec l'Argentine. Il nous a fait du grand Christophe Furios. Pour le citer, ça me fout les boules. Je ne le limiterai pas
parce que seul Clément Labonne sait aussi bien l'imiter, ou Yanis peut-être, Yanis Guillou, qui sont les deux spécialistes des imitations dans la rédac. Mais donc il a dit ça me fout les boules, ça n'est pas correct. Ça me fout les boules quoi. Ça me fout les boules. Voilà. J'espère juste qu'il ne va pas se blesser. Le staff argentin est dans son droit, je n'ai rien à dire, mais ça me fout les glandes. Petit changement de vocabulaire à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je comprends la position de Christophe Furios, mais je comprends aussi la position de Felipe Contepomi. Et donc, de quel côté je me range ? J'aurais tendance à me ranger du côté du sélectionneur, parce que pour moi, une sélection prime sur le club, surtout en période internationale. Il y a quand même moins de matchs internationaux que de matchs de club. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui est revenu blessé, il me semble, du Rugby Championship, qui n'a pas joué avec Clermont encore, qui allait revenir et même pas encore revenu, qui repart déjà avec l'Argentine pour un match. Et je comprends la crainte de Christophe Furios de savoir comment il va aller, il y a toujours le risque de rechute, de se blesser, mais voilà, pour moi c'est prime à la sélection, et je pense que Marcos Kremer doit être content de rejouer avec les Pumas aussi, comme il aurait été content de rejouer avec Clermont, mais ouais, pour moi, c'est la sélection avant tout. T'as tout dit en fait, et c'est pour ça que moi je me range plus quand même du côté de Christophe Furios. Le fait qu'il soit blessé en rugby championship, le fait qu'il allait revenir, il a quand même. Est-ce que il est complètement apte ? Enfin, je suppose, mais je comprends la frustration aussi. Qui le paye, encore une fois, c'est lui qui le paye. De pouvoir compter sur lui. Et là, il revient pour un match. L'équipe d'Argentine tournait quand même bien depuis dans cette tournée sans Marcos Kremer. Donc, je comprends vraiment la grosse frustration de Christophe Furios. Il y a la frustration de Yannick Bru aussi, parce que c'est pas tout à fait le même sujet. Mais en fait, le manager de l'UBB s'est un peu agacé parce que les réservistes du groupe France ne seront pas relâchés pour ce week-end. Là, par contre, je prends plus la défense de l'entraîneur, car les joueurs ne vont pas jouer avec leur sélection, tout simplement. C'est Marcos Kremer est sur la feuille de match. Maxime Lucu et Maxime Lamotte ne sont pas sur la feuille de match, sauf blessure de dernière minute au sein du 15 de France. C'est des joueurs qui, à partir de vendredi soir, il y aura sûrement la soirée d'après-tournée, etc., et qui jouent le samedi, qu'ils auraient pu jouer le samedi soir avec Bordeaux. Je ne vois pas ce qui en empêche, qui ça dérange en soi, qui puisse jouer avec Bordeaux s'il ne joue pas avec l'équipe de France, sachant que ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué pendant cette tournée, voire pas du tout. Oui, voilà, moi je suis... Ouais. C'est des joueurs qui quand même ont besoin de jouer. Là, ça va leur faire quasiment 3 semaines sans match. Donc là, je comprends moins la position, et je comprends plus Yannick Bru. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que là c'est un peu incompréhensible. Tu l'as dit aussi, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer. Tu vois. Après, moi je pense que tu dois avoir une réflexion. Il n'y en a pas 40 des réservistes, donc au cas par cas. Tu vois, par exemple, la situation d'André Aldrit est différente parce que lui, il a quand même beaucoup joué. Donc lui qui joue pas, pour le coup, c'est presque mieux qu'il se repose. Qui reste avec le groupe France, là, ça me choque moins. Mais c'est vrai que des joueurs qui ont besoin de jouer, qui n'ont pas beaucoup joué sur cette tournée, en plus, le timing correspond bien. Donc je comprends pas pourquoi on empêche ces joueurs de jouer. Et comme dit Yannick Bru, au final... ça changeait vraiment pas grand chose quoi. Enfin, franchement je comprends pas pourquoi il n'y a pas une discussion au cas par cas avec les clubs, et voilà, et on avise. Enfin... Alors dans le chat vous parlez de l'absence de Grégory Aldrit, on y reviendra, on va y revenir dans le débat, sans spoiler, mais je pense qu'on va largement en parler dans le débat. D'autres disent une sélection ça ne se refuse pas, même si on est réservé. Oh alors attendez, parce que là ils sont partis dans un débat. Je croyais, ça va tellement vite le chat. Jalibert, ils sont partis sur Jalibert là. Ouais. Jalibert va jouer ce week-end ? Il postule. Pour le coup, lui il postule. Ok. Parlons de la Géorgie. Lui veut jouer, je pense. Oui. J'espère pour lui qu'il peut-être besoin de jouer aussi. Voilà. Je pense que dans la tête aussi, il y a besoin de jouer, et même physiquement quand même, il faudrait reprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma liste ? Si vous n'avez pas envie de vous y arrêter, vous me dites. Hein. Le retour de Pierre Mignoni sur le bord du terrain, qui a été requalifié plus rapidement que prévu. On va pas faire tous les trucs de Pierre Mignoni en tribune, Pierre Mignoni reprend, Pierre Mignoni dit qu'il va aller en tribune. On sent qu'on passe. Bon, ça on passe. Ok, on passe. Côté transfert,
Beka Gorgadze, 3e ligne centre de Pau, qui a prolongé 3 saisons supplémentaires. Gros coup. Ouais, gros coup. Franchement, gros coup. Ouais. On est tous d'accord pour le dire. C'est fort de la part de la section paloise d'avoir réussi à prolonger un joueur qui était quand même courtisé par pas mal d'écuries de top 14. Un joueur précieux pour eux, qui est actuellement blessé. Et ça fait mal à la section paloise, on le voit. Mais moi, c'est un joueur que j'adore, que je trouve vraiment complet, qui est autant puissant, qui est très, très, très bon ballon en main, qui est un véritable leader aussi de cette section paloise. Donc, non, c'est vraiment fort d'avoir réussi à le prolonger. Et c'est là où, quand même, où tu vois que je trouve que le top 14 a vraiment évolué positivement ces dernières années. C'est que je trouve qu'il y a quand même des clubs maintenant qui sont pas parmi le top 4 quoi, de français, on va dire, vraiment se permettent de garder leurs meilleurs éléments. Tu vois, même Gaëton, la section de paloise, je suis sûr qu'il y a une dizaine d'années, il aurait déjà signé ailleurs. Bon, je trouve que Baptiste Couillou qui reste à Lyon, il y a beaucoup d'exemples de clubs qui sont pas, c'est des bons clubs, hein, mais qui sont pas Toulouse, La Rochelle, Bordeaux, Toulon, Racing. Ils sont pas chaque année en phase finale. Se permettent de garder leurs meilleurs éléments et du coup de rester compétitifs et d'avoir des ambitions. C'est là où je trouve que le top 14 a vraiment... C'est ce qui permet aussi de relever le niveau du championnat. Si on avait eu... Oui. On nous parle du retour de Romain Tamac aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que de voir Romain Tamac et Mathieu Jalibert jouer en club... Dommage, c'est pas un Bordeaux-Toulouse. Un week-end d'équipe de France, je pense que c'est jamais arrivé sous l'ère de Fabien Galtier. Et... je pense, c'est fort. Ça fait bizarre, mais c'est les deux meilleurs, enfin mes yeux, les deux meilleurs ouvreurs français qui vont jouer en club là ce week-end. C'est vrai que c'est assez amusant, quoi. Et ensuite, on a toujours côté transfert, Paul... Peter Lydon. Oui. Franchement. Alors, même si vous n'avez pas envie de vous y arrêter, je suis très contente qu'il a Peter Lydon, qui est un très très bon joueur, un ouvreur, qui a passé beaucoup de temps du côté de Rouen, qui avait signé à Dax à l'intersaison, qui malheureusement n'a pas eu la chance de jouer. Et là, il a réussi à rebondir. Il a signé à Soyaux-Angoulême en prêt. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour ce joueur, parce qu'il d'abord... Il va aider Soyaux parce qu'ils l'ont appelé pour une blessure. La blessure de Rémi Brosset. Pourquoi il n'a pas joué ? Pourquoi il n'a pas joué ? Parce que... alors, c'est un petit peu compliqué, mais visiblement, c'est un recrutement qui s'est fait pas forcément en accord entre les différentes parties. Et en fait, il n'a pas joué parce que le manager d'Aqua, tout simplement, n'a pas voulu lui laisser sa chance. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, on a quand même laissé un joueur pendant plusieurs mois seul, à pas jouer. Je trouve ça assez injuste en fait. Donc je suis contente qu'il signe à Soyaux parce que ça règle un petit peu cette injustice. Et je pense qu'il va être très très important pour la fin de saison. C'est toujours bizarre ces recrutements où c'est pas le manager qui choisit. Je sais pas si c'est vraiment un choix du manager d'Aqua, Jeff Dubois, ou si comment il est arrivé déjà à Dax. T'as plus ça dans le foot, je trouve, quand même, des fois. Tu sais, des mecs qui arrivent avec un entraîneur qui n'a pas choisi, du coup... parce qu'il y a le directeur sportif, etc. Mais c'est vrai qu'au rugby, c'est plutôt souvent, quand même, globalement, c'est vrai que c'est un peu un exemple. Il n'y en a pas énormément. Je trouve que quand même, les managers ont quand même un peu la main sur les mecs qui recrutent. C'est très très rare. Mais bon. J'espère, mais en tout cas... ça reste rare, ça reste rare. Dans le chat, on taquine. Il y a pas eu. Des fois, ça peut arriver quand il y a un changement de staff, tu vois. Il n'y a pas eu. C'est simplement un désaccord entre les plus hauts gradés et voilà. Il y a du chemin jusqu'au manager et visiblement il y a eu des accords. Mais bon, très contente pour ce joueur. Ensuite, dans le chat, on me dit la victoire de Montauban à Agen, bien sûr. On n'a pas oublié. Et j'espère qu'ils vont. Je l'avais pronostiqué. Ah oui, c'est vrai. Tu l'avais mis dans les pronos. Oui. Bien sûr. J'espère qu'ils iront faire de même à Brive chez Romain. Ça va être un peu plus compliqué. Je vous avoue que je suis un peu moins sereine. On verra la semaine prochaine. Je ne serai pas là du coup. Non, du coup, il n'y aura pas Romain. Mais moi, je serai là. Du coup, je le regarderai à la télé, Brive-Montauban. On a la liste des 14 joueurs aussi, mise à disposition de l'équipe de France à 7, qui a été dévoilée. C'est une liste en vue des Jeux Olympiques 2028. Et pour préparer au mieux cette nouvelle échéance, ils mettent toujours
Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux voir les noms? Je regardais, ton texte est écrit très très gros. Oui, mais parce que je suis un peu... Déjà les lunettes Je crois que les lunettes sont plus à ma vue. Du coup, j'ai un peu de mal. Je mets le texte en 25 sur la tablette. On peut pas le louper. Hein. Non. Bref, tout ça pour vous dire que... Je voulais m'arrêter sur le 7, moi. Je sais pas pourquoi. Bah oui, mais vas-y. J'allais en parler. C'était surtout sur le cas d'une personne que j'ai du mal à voir à 7 et qui fait partie de cette liste. Ah, je sais de qui tu vas me parler. De qui? Garcia? Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pas vu la liste. Il y a 2 noms. En fait, il y a 2 noms. La liste, elle est assez simple. On retrouve des cadres, Lee Joseph, Zegdar, Delib, des mecs qui sont dans le circuit A7 depuis un moment. Qui ont déjà été avec France 7. Qui ont déjà été avec France 7. On a champion olympique pour certains. Champion, oui, la plupart même. Oui, pas Delib, mais oui. Et Garcia, c'est le... Mathéo Garcia, l'ouvreur de Bordeaux. Mathéo Garcia. Ouais. En fait, dans les 2 noms qu'on a sortis, il y a Ethan Dumortier, mais Ethan Dumortier a quand même pas mal de sélections. Avec puis Ethan Dumortier, je trouve qu'il a un profil. Et pour le coup, voilà. Pourquoi pas briller? Là, ça me choque pas. Mais c'est vrai que Mathéo Garcia, c'est pas le premier qui me vient à l'esprit quand on parle de rugby à 7, en termes de vitesse, les crochets, tout ça. Bon, Romain, visiblement, ça t'emballe pas non plus. Non, mais je me suis posé la question. Alors, on parlait de transfert juste avant. C'est quelqu'un qui, on sait maintenant, devrait aller jouer à Toulon l'année prochaine. Là, il est toujours avec Bordeaux. Là, il est sur une liste pour le 7 en étant affilié à Bordeaux. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment Bordeaux qui compte plus du tout sur lui? Est-ce que... Je pense, oui. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le choix de mettre... je sais pas... Après, moi, c'est un choix étonnant du staff, mais en tout cas pour lui, je trouve que ça peut être intéressant parce que je trouve que de toute façon, tous les mecs pour moi qui vont faire du 7, ça peut être qu'enrichissant, je pense. C'est enrichissant et pour moi, il va progresser du coup. Mais c'est vrai que il peut que progresser, je trouve, dans son jeu, etc. Gagner peut-être encore en plus en explosivité, en sciences des coups, etc. Aussi en physique, un petit peu. Non, je trouve que ça, en tout cas, personnellement, c'est une bonne idée. S'il sait que Bordeaux compte plus trop sur lui, en tout cas, il sera affûté. Pour lui, c'est une bonne idée, mais c'était vraiment pas le profil de joueur que je voyais au rugby à 7. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Alors, dans le chat, ça réagit sur le pardon. Je vais de manger un bonbon, ça réagit sur le rugby à 7. Antoine Dupont, hein. Nominé meilleur joueur de 7, c'est une blague. Je l'adore, mais il a joué 2 étapes des JO. Je rejoins cette idée. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler cette semaine. Il a dit 2 étapes des JO 2 étapes plus les JO. Oui, plus les JO, je pense. Oui, 2 étapes, pardon, et les JO. C'est moi qui ai mal lu. 3 en comptant Madrid. Voilà, 3 plus les JO. Plus l'intégralité des JO. Oui, c'est quand même pas mal, mais bon, je comprends la frustration de certains sur le fait que tu as un mec qui arrive là. Il vient d'arriver à 7, il est déjà nominé pour être le meilleur joueur. Ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a été monstrueux. Oui, pour le coup, il a fait 3 tournois, il en a gagné 2, il a fait une finale et il a gagné les Jeux Olympiques. Donc, non, mais pour moi, il y a pas de débat. Je comprends la frustration des sétistes, peut-être. Je peux comprendre. Oui, mais d'accord, mais c'est comme quand tu mets... c'est dans tous les sports, il a révolutionné il a amené des gens à regarder du 7, il a révolutionné, tu avais qu'à voir quand il rentrait en jeu à la première étape, mais partout il a joué au 7, les gens, mais même les adversaires, tout le monde le regardait avec des yeux ébahis et tout, donc il a révolutionné, il a gagné. Moi, il n'y a rien qui me choque. Franchement, dans si le chat, si demain Nadal va faire du paddle et qu'il est monstrueux, il sera meilleur joueur. À un moment donné, je crois que c'est le sélectionneur argentin qui a lancé la première pique. Il est un peu frustré, non? Oui, peut-être un peu. Entre Madrid et les JO. Alors, c'est pas mal dans ce sens-là. Avant France-Argentine. Voilà. Il s'est bien stiffé. Ouais. Il s'est bien stiffé. Oui. Bon. Ça peut le remonter pour, en tout cas, dans le chat, ils sont pas trop OK avec ça. Je vous le dis. Franchement, les gens vont dire on en fait trop avec Dupont, etc. Mais là, c'est pas en faire trop. C'est qu'il a quand même... mais il a quand même été monstrueux dès qu'il a joué à 7. Et tout le monde avait peur que ça soit pas... que l'adaptation soit difficile et tout. Au final, il a révolutionné un petit peu quand même la façon de voir aussi ce sport-là au JO. Enfin, il y a eu une ferveur qui avait... je pense moins avant. Ouais. Je vous propose de terminer ces actus en mêlée. Bon, il reste que 30 secondes, mais Aurélien nous accordera qu'on va pouvoir faire un petit peu plus. Bien sûr. On va regarder un petit peu la composition de cette équipe de France, ce qui fera le lien avec notre débat qui arrive juste après. Alors, messieurs, pour rappel... Gros, Movaka, Antonio débuteront sur la première ligne. Flamand, Meafou derrière. Cross, Boudouin, Olivon.
Dupont et Ramos à la charnière, Bielbiaré et Villiers sur les ailes, Moefana et Ficou au centre et enfin Léo Barré à l'arrière. Sur le banc, on retrouve Marchand, Wardy, Colombe, Alexandre Roumat, Michael Guillard, Gazzotti, Le Garec et Gaëton. Voilà pour cette composition qui à première vue, c'est toujours compliqué. Franchement, ouais, je me marre parce que je pense déjà à la suite en fait. Personnellement, je suis quand même contente de revoir Olivon dans ce 15 de départ parce que je pense qu'il méritait. Et après, ça reste quand même une très belle équipe pour affronter l'Argentine. Je sais pas ce que vous en pensez, quels que soient les choix forts qu'on va évoquer après. Oui, quelques changements, mais si on a bien compris, Fabien Galtier, le retour de Léo Barré, c'est forcé par l'incertitude autour de Romain Burros. Ouais. Le retour de Winnie Antonio à la place de Tatafou, qui était aussi blessé. Et après, le plus gros changement, c'est en troisième ligne, mais on y reviendra après. C'est vrai que Olivon et Kroos réintègrent la troisième ligne aux côtés de quelqu'un qui s'est plus qu'installé maintenant en équipe de France et qui il y a rien à dire sur ses performances tellement il est brillant, Paul Boudin. Non mais oui voilà, il n'y a pas non plus énormément de changements, il y a quand même la grosse ossature de la Nouvelle-Zélande qui est maintenue. Antonio qui revient aussi, ça va faire du bien. Il y a un banc encore une fois en 6-2, je trouve que c'est quand même ça a été une bonne idée face à la Nouvelle-Zélande. Je pense aussi que ça reste une bonne idée face à l'Argentine qui termine très fort ses matchs et qui en Irlande a pris le dessus physiquement sur l'Irlande. En deuxième période, oui, et c'est surtout en deuxième période, ils ont vraiment pris dans les 20 dernières minutes, il n'y avait que des Argentins, donc je trouve que avoir des solutions devant et en avoir une de plus, c'est une bonne idée. Mais sinon, oui, c'est une belle compo, avec que des joueurs talentueux. Dommage de voir, je lis le chat, dommage de voir trop de rigidité au niveau de la paire de centres qui ne change jamais malgré des résultats mitigés. Elle a changé quand même. Au Japon, par exemple, Gaël Fickou ne jouait pas, c'était Moefana Gaëton. Ouais. Là, c'était Moefana Fickou, on conserve. Donc ça fait 3 joueurs utilisés sur la tournée. Oui, et puis il ne faut pas oublier quand même que De Porter était promis à un rôle important dans cette tournée quand même. Donc, mais la blessure a fait que ça a redistribué les cartes. Ça aurait pu un peu plus changer s'il avait été présent. Ouais. Je vous propose de basculer sur le débat. On y va ? Allez, on va au cœur du rock. Bon, je vous le rappelle, vendredi soir, 21h10, on est devant sa télé, on regarde 15 de France. Je suis fatiguée déjà. L'équipe de France et l'Argentine s'affronter. Dernier match de la tournée. On veut clôturer sur une bonne note. Mis à part ça, pour vous remettre le contexte, c'est fait. C'est une tournée durant laquelle, quand même, Fabien Galtier nous a un petit peu surpris en faisant des choix forts qu'il n'était pas forcément habitué à faire ces derniers temps. Lui qui prônait un petit peu la continuité, des changements dus à des blessures, mais pas que. Ce qui nous a amené à nous poser une question, c'est est-ce que cette tournée marque-t-elle un tournant pour les cadres ? C'est assez large sans l'être, je trouve. On va parler des cadres, ça c'est sûr. Il faut parler des cadres parce que je trouve que... Même l'enseignement. Je me demande, c'est un des enseignements de cette tournée. Avant, jamais Fabien Galtier n'avait sorti Fickou de son 15 de départ. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il le faisait contre le Japon. Alors d'accord, c'est le Japon, mais on voit quand même qu'il a sans parler de Jalibert, qui est l'un des plus gros... choix de cette tournée. Paul, qu'est-ce que tu en penses de ces cadres ? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu fragilisés ? Est-ce que c'est plus un totem d'immunité, en fait, d'être un cadre ? Oui, ça c'est sûr, c'est plus un totem d'immunité, même si sur Gaël Fickou, je pense quand même que, comme il l'a expliqué, Galtier, c'est qu'il avait beaucoup joué avec le Racing, donc au final, il l'a pas totalement sorti du groupe, comme il a fait avec d'autres cadres. Il l'a mis sur le banc. Donc ça veut dire que c'était quand même plus pour le faire reposer, plus pour le préserver pour la fin de la tournée qu'autre chose. Après, oui, c'est sûr que sur les cadres, c'est un tournant. Et encore une fois, je me rapporte à ce qu'a dit encore une fois Galtier en conférence de presse. Il nous a quand même beaucoup donné dans ses explications. Pour le coup, ça, il faut lui reconnaître que d'habitude, il était toujours flou, je trouve, sur son premier mandat. Là, je trouve, et après, pour débriefer la Coupe du Monde, là, je trouve quand même qu'il explique plus les choses. Et quand il dit qu'ils se sont peut-être trompés avec le modèle français, qui
te permet pas forcément d'atteindre une Coupe du Monde avec un nombre de sélections équivalent aux autres sélections mondiales et que du coup la stratégie va évoluer dans ce sens-là, tu comprends que voilà, il n'y a plus l'objectif du premier mandat d'arriver à la Coupe du Monde avec 40, 50, 60, 70 sur un deuxième mandat sélection de moyenne, mais laisser l'émulation, laisser la concurrence beaucoup plus forte au sein d'un groupe, et du coup ça protège pas les cadres. Moi, mon avis, c'est que je partage pas ce sentiment, et je partage pas, j'avoue que je peux pas dire autre chose, c'est mon sentiment. Je comprends, et j'ai toujours défendu le fait d'intégrer des jeunes joueurs très talentueux au groupe France, il n'y a aucun problème, j'ai jamais voulu un groupe fermé, qu'on soit bien clair. Mais après avoir dit ça, je trouve quand même que les sélections qui ont gagné les dernières Coupes du Monde, et à mon humble avis, les sélections qui gagneront dans le futur, c'est des sélections où il y a de l'expérience. Il n'y a jamais eu une équipe inexpérimentée qui a été championne du monde. Enfin, je ne connais pas en tout cas, il faudra m'expliquer laquelle c'est. Il y a toujours eu énormément d'expérience au sein des groupes qui ont vraiment gagné. J'ai peur qu'en tenant et en allant toujours plus loin dans cette stratégie, tu arrives avec un groupe très talentueux, comme toutes les équipes de France pratiquement ont eu aux Coupes du Monde, mais avec encore une fois un manque d'expérience de ces phases finales clés, de ces matchs clés. Et je trouve que, même s'ils ne les enterrent pas, mais il n'y a pas que Galtier, tu vois, même le grand public, attention, les observateurs, tout le monde dans notre analyse aussi, il faut peut-être un peu des fois raison garder et pas être toujours dans la forme du moment, oui, mais il n'a pas fait 2 bons matchs là, du coup, au placard pendant 6 mois ou 1 an, ok, d'accord, mais bon, je pense pas que ça se passe comme ça pour moi, un rugby de sélection, quoi, et même les sélections dans tous les sports en général. Après, c'est mon avis, hein. Mais donc, voilà. Toi, par exemple, tu comprends pas, par exemple, l'absence de Danty. Non, mais Danty, par exemple, voilà, t'as compris que il comptait plus trop sur lui là. Après, il est pas en forme. Oui, il est pas en forme. Bon, il est revenu un petit peu mieux quand même là en début de saison, mais c'est sûr que il n'était pas tellement en forme, je vais pas te mentir, mais quand même, il a de l'expérience, il pouvait apporter au groupe, sur un banc, il peut intégrer en fonction de la tactique. Si tu vas vraiment avoir un mec qui rentre en fin de match et qui t'apporte de la puissance, est-ce que c'est pas mieux qu'un Gaëton qui au final, oui, fait ailier, mais bon, il joue jamais ailier, on va le faire jouer ailier en équipe de France, et centre. Bon, ok, d'accord, je comprends. Bon, voilà. Je dis pas que je trouve que c'est juste que on en envoie certains vite, pas au placard, mais on leur dit, bon, voilà, vous êtes un peu trop vieux. Et même nous, des fois, dans nos analyses, spécialistes, pas spécialistes, grand public, voilà, on bascule vite, je trouve, quand même, en France. On bascule vite. Moi, j'essaie de pas trop basculer parce que pour moi, des fois, avoir de l'expérience, même si t'es pas le plus talentueux du moment, des fois, ça peut combler beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, Romain, je sais pas. Moi, je suis pas trop d'accord parce que l'expérience, là, tu parles de l'expérience d'un 15 ou d'un groupe de 23. Je pense que des joueurs comme Emilien Gaëton, comme Marco Gazzotti ne peuvent pas arriver à la Coupe du Monde 2027 avec 5 sélections ou une dizaine de sélections lors des tournées d'été où il y a en soi pas grand enjeu. Donc, c'est aussi des joueurs qu'il faut intégrer sur ces matchs-là parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Si Aldrit se blesse en match de préparation de la prochaine Coupe du Monde, on intègre Gazzotti qui aura une dizaine de matchs et qui aura, lui, pour le coup, pas du tout d'expérience. Je pense qu'il faut... Ça a été un des choix marquants pour moi de la dernière Coupe du Monde. Romain Ntamak s'est blessé en préparation contre l'Écosse. Et après, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu, comme toutes les blessures, ce qui est normal. Mais pour moi, il n'y avait pas encore voilà, ça a été Mathieu Jalibert, peut-être Thomas Ramos. Il faut que des joueurs jouent et pas seulement que les premiums, que les cadres, pour moi. Là, pour le coup, je suis désolée de te couper, Romain, mais pour le coup, là, il a installé Thomas Ramos en l'absence de Romain Ntamak, donc on se dit, ok, Jalibert... Oui, voilà, mais au moins, ça fait... On lui donne pas plus de chance que ça, quoi. Mathieu Jalibert a eu sa chance lors du dernier tournoi, l'a eu pendant la Coupe du Monde. Là, il a fait une entrée contre le Japon. Il a visiblement dans la hiérarchie de Fabien Galtier, il est 3e, voire 4e. Ouais. Donc voilà, après moi, ce que je veux pour le 15 de France, c'est qu'il y ait cette émulation, ce que dit Fabien Galtier. Plus il y aura d'émulation, plus l'équipe de France sera forte. Pour qu'il y ait de l'émulation, il faut aussi que les joueurs qui ne sont pas premium jouent
des matchs importants. Et je ne parle pas de jouer une tournée au Japon ou une tournée en Argentine avec une équipe avec très très peu d'expérience. C'est des matchs contre la Nouvelle-Zélande comme il y a eu la semaine dernière, des matchs contre l'Argentine comme il y aura vendredi, qui vont peser dans la construction de ce groupe et qui pour moi sont importants pour l'équipe de France et pour tout le groupe France. Oui, non, mais j'entends cette idée-là, mais il y a toujours eu des jeunes qui se sont imposés de par leur talent en équipe de France. Je trouve quand même que... il y a plus ça, un Biel Biarritz qui s'impose pendant la préparation à la Coupe du Monde et qui part et qui devient titulaire. Bon, c'est arrivé que des joueurs... mais globalement, Fabien Galtier ne bougeait pas trop ce 15-là, en fait. Et j'ai du mal à croire que sur cette tournée, tu vois, si tu regardes bien, oui, il a fait rentrer des jeunes, mais à la base, si je me souviens bien, Biel Biarritz, c'est pour blessure de Villiers pendant le tournoi. Et finalement, c'est la Coupe du Monde parce que c'est Villiers qui joue contre le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Bon, enfin, il a donné sa chance, tout ça pour dire qu'il a donné sa chance à quelques jeunes, mais globalement, ça bougeait pas trop. En fait, là, je trouve que la réussite de cette tournée, c'est que ça bouge. Le problème dans tout ça, c'est que vos explications, je les trouve charmantes et tout. Il n'y a aucun problème, je comprends. Mais c'est encore une fois, des fois, le manque de logique que moi, j'ai du mal à expliquer. Et qui a tendance parfois à un peu m'agacer. C'est que du coup, Gazzotti, je suis très d'accord, ok. Aldrit, il est moins performant en ce moment. Même si on pourra revenir sur le sujet Aldrit, j'ai de quoi dire. Mais il est moins performant. Je l'avoue, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu le fais reposer. Tu le sors du groupe, tu le mets réserviste. Ok, tu veux, pour reprendre tes mots, faire jouer des jeunes, Gazzotti, mais lance-le Gazzotti. Pourquoi tu fais jouer Olivon en 8, qui n'a jamais joué à ce poste-là en équipe de France, qui ne semble pas être une option, je pense, pour les années à venir. Tu as du Roumat, ou alors Roumat, à la limite, qui joue tout le temps à Toulouse, ou Gazzotti, pour lui donner vraiment une expérience comme tu as pu faire avec Bureau, c'est tout. Et en plus, avoir un banc expérimenté avec un Olivon ou un Cross qui revient juste d'une commotion, donc pourquoi pas l'avoir aussi sur un banc. Bon, il y a ça au centre, c'est pareil. La paire de centre, est-ce qu'elle a donné complètement satisfaction, si on veut vraiment parler des performances sportives. Bon, il y a un point d'interrogation pour certains. Pourquoi tu lances pas? Alors du coup, il y a quand même des joueurs au centre qui brillent. Pourquoi pas remettre un Gaëton qui, au final, là, a juste une position pour faire le nombre, quand même, dans ce 6-2. Enfin, tu sens que, voilà, c'est ces choix-là que j'ai du mal à expliquer, à comprendre. Certains qui font des moins bonnes performances, mais du coup qui sont maintenus, d'autres qui font des performances pas bonnes, alors là du coup ils sont réservistes. Est-ce que c'est pour piquer? Est-ce que c'est pour envoyer un message? Est-ce que c'est... Je pense que Galtier est en phase de test sur cette tournée. Pour moi, tous les choix quasiment ont été payants. On voit que Fickou, pour se régénérer, pour souffler un peu, ne joue pas contre le Japon, plutôt très bon contre la Nouvelle-Zélande. Olivon n'était pas dans les plans contre le Japon, remplaçant contre la Nouvelle-Zélande, fait une très bonne rentrée, il est récompensé. Il ne faut pas aussi être borné à se dire on coupe tout, Charles Olivon n'aura plus de sélection, il n'ira pas jusqu'en 2027. C'est quelqu'un qui est contre la Nouvelle-Zélande, il fait un grattage décisif. Oui, non mais je dis pas qu'il fallait qu'il soit parce que pour le coup, pour Japon, j'étais parti en disant qu'il devait être titulaire et tout. Donc non, je dis pas ça, je dis juste que pourquoi la position, le 8, quitte à retrouver un profil un peu à la Aldrit, bon, Olivon n'est pas du tout dans ce profil-là, donc mais peut-être un Gazzotti qui en plus a la forme du moment. Enfin, si tu veux vraiment donner, je reprends un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la jeunesse qui arrive à la prochaine Coupe du Monde avec plusieurs chances, avec des sélections, etc., des moments forts titulaires et pas que sur le banc. En fait, moi, c'est des fois, je dis pas que les choix n'ont pas été payants, parce que j'ai été le premier à reconnaître en plus que les choix, le 6-2, les choix des hommes et tout avaient été payants quand même face à la Nouvelle-Zélande, parce qu'ils ont gagné d'1 point. Mais je dis juste que quand même, en fait, on utilise un argument pour un joueur, mais du coup, pour un autre joueur, c'est pas le même, parce que ça fonctionne pas, cet argument. Je dis juste que du coup, voilà, je pense qu'il fait des choix forts, il les assume, mais on peut pas toujours avoir une bonne explication. Voilà, et c'est assumé, il faut l'assumer aussi. Tout petit peu du débat. Est-ce que cette tournée est un tournant pour les cadres? Sur mes notes, je vois Movaka. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, ok, Movaka, il a été titularisé à la base, Julien Marchand était touché au mollet, mais il est resté.
Est-ce que c'est un tournant pour Movaca? Est-ce qu'on se dit, là, le prochain tournoi, c'est lui qui est titulaire? En fait, je pense que Movaca, oui, est passé. En fait, je pense que Fabien Galtier, maintenant, construit son équipe vraiment autour de Dupont. Dupont, tu sens que c'est quand même la pierre angulaire vraiment du projet. C'est ton meilleur joueur. Tu sens qu'il ne sortira jamais. Voilà, ils veulent faire jouer, même dans les choix après tactiques du banc et tout. Le fait que aussi Jalibert puisse sortir de l'équipe. Enfin, tu sens que vraiment Dupont, il est capable de rentrer à tous les postes et il restera sur le terrain 9, 10, voire centre. Tu sens que vraiment, ça sera lui qui restera. Est-ce que c'est une bonne idée de construire je pense toute ton équipe, parce qu'en plus tu mets un peu de côté ton autre grand leader du premier mandat, qui est quand même, voire tes deux grands leaders, Olivon et Aldrit. Est-ce que c'est une bonne chose de tout faire autour d'un seul joueur, aussi fort soit-il? Tu parlais tout à l'heure d'une blessure. Il ne faut pas qu'il se blesse. Voilà. Je pense que ça aussi, c'est un sujet de discussion. Voilà, c'est sûr que lui, il sera expérimenté, mais il ne faut pas qu'il se blesse et que... Il faut que Nolan Le Garec aussi, qui est tout jeune aussi, puisse avoir du temps de jeu derrière Dupont. Et ce qui est dur, ce qu'il a pu avoir pendant le tournoi, on a vu qu'il avait pris ses responsabilités pendant le tournoi pour remplacer Maxime Lecu après des premiers matchs un peu difficiles pour le Bordelais. Il commence à avoir cette expérience aussi, mais c'est sûr que pour aller dans la logique, il doit jouer plus que 8 minutes par match. Mais tu vois, pour vraiment revenir sur la question, est-ce que c'est un tournant pour les cadres? Je pense que maintenant, aucun cadre n'est protégé, à part Antoine Dupont. Je pense vraiment on peut même rajouter Anthony Gelon, qui était capitaine d'une tournée et qui n'aura joué. Tu sens que même si demain la forme de... Gelon, je trouve que c'est un cas particulier. Il s'est fait 2 grosses blessures coup sur coup, il n'est pas revenu à son meilleur niveau. Voilà, derrière, à la Coupe du Monde, il l'avait pris, il n'avait même pas rejoué, donc il n'en savait rien de son niveau au final avant la Coupe du Monde. T'as pas tort. Et au final, moi je trouve vraiment que là, même si demain Ficou sombre avec le Racing, imaginons, tu vois, il est vraiment. Mais je pense que vraiment, il peut ne plus être appelé. Aldrid, c'est pareil, on le voit. Olivon, c'est pareil. Antonio, c'est pareil. Enfin, vraiment, je pense que, mis à part un joueur, maintenant, tous les autres cadres ne seront plus protégés par un statut ou par quelque chose comme ça. Pour le coup, Antonio, je te rejoins. Parce qu'en fait, j'avais la sensation que Antonio, il était irremplaçable, littéralement, en équipe de France jusqu'ici. Et là, l'arrivée de Tatafou, je pense qu'elle peut vraiment changer la donne. Et de Colombe. Oui, pardon, je l'oublie. Mais de ces 2 joueurs-là, on sent qu'enfin, derrière Antonio, on a des mecs qui ont les épaules. Et il était temps, j'ai envie de dire, parce qu'Antonio, il n'est pas éternel. Il approche plus de la fin de sa carrière. Là, pour le coup, Antonio, peut-être que cette tournée peut vraiment marquer un tournant pour lui. Il n'a pas encore joué, donc on va voir contre l'Argentine. Mais c'est sûr qu'il sera performant. Je veux dire, en France, on a un tel réservoir quasiment à tous les postes que on ne peut pas se permettre de fermer un groupe à 30 joueurs qui ne bougent plus, à part pour les tournées d'été, parce qu'il faut les faire souffler et tout ça. Je pense pour moi, je ne suis pas d'accord avec Paul, parce qu'il faut ouvrir et il faut peut-être à 2 ans de la Coupe du Monde faire un groupe où tu es un peu plus réduit, mais jusque-là il faut tester, il faut donner de l'expérience à des joueurs comme Mickaël Guillard, qui confirme match après match. Parce que imaginez que Meafou se blesse pareil en match de préparation, il faut que Guillard ait des matchs de très haut niveau. Mais là je peux pas te dire l'inverse. De toute façon, Guillard, pour moi, il a intégré le groupe. C'est pas pareil, tu vois, que d'autres mecs. Et puis en plus, il prend tu as parlé d'Paul Williams, il a quitté le projet, il a été quand même très important dans le premier mandat, donc il y a une place qui s'est libérée aussi. Enfin, on est quand même sur des postes où il y a eu du changement quand même. Mais je vais quand même défendre Didier Deschamps, pardon. C'est fort pour toi. Ça m'est jamais arrivé. Non, mais je trouve quand même que Didier Deschamps, même si je m'ennuie devant les matchs depuis 10 ans, il faut quand même lui reconnaître qu'il fait 2 finales de Coupe du Monde, il en gagne une avec un groupe il avait ses leaders, il avait vraiment ses leaders, et on lui a reproché après
et même avant, de pas faire jouer plus de jeunes, d'intégrer plus de jeunes et tout. Ben non, il est parti avec ces idées-là. Il est allé au bout. Il aurait pu, à une séance de tir au but, être double champion du monde, donc ce qui est énorme. Je trouve quand même que le choix de Fabien Galtier, il est marqué. Il est là, il est marquant. C'est pas un demi-choix, c'est quand même un changement de cap. Ouais. Alors c'est assumé, mais c'est un vrai changement de cap et c'est une nouvelle stratégie. Moi, je trouve juste ça dommage que ça arrive sur un deuxième mandat. Ouais. Je trouve que ça ressemble plus à un nouveau sélectionneur qui arrive avec ses nouvelles idées, quoi, tu vois. J'imaginais un peu plus de continuité. Il l'a reconnu. Voilà, en disant, là, pour le coup, je rejoins Paul. Oui, il l'a reconnu. Mais tu vois, moi, j'imaginais sur un deuxième mandat, comme on m'a expliqué que le quart de finale avait été perdu d'1 point alors que toutes les stades voulaient qu'on gagne la Coupe du Monde. On m'a expliqué ça. Donc moi, j'écoute. Et du coup, je me suis dit, alors du coup, il va y avoir quand même de la continuité sur le deuxième mandat et tout. Je trouve qu'il y a quand même vraiment un changement de stratégie qui est clair, qui est assumé par le sélectionneur. Mais voilà... il est assumé, il est clair. Rendez-vous en 2027. Alors. Oui, rendez-vous en 2027. Mais j'espère me tromper. Oui. Et je trouve juste, voilà. Et encore une fois, je pense pas que les Aldrit, les Olivon, les Ficou, les Danty, même s'il y a un peu plus de doute, mais tous ces joueurs-là soient définitivement au placard ou mis de côté. Je ne pense pas. Mais En fait, il y a 2 solutions. Soit Galtier se dit « Ok, j'oublie totalement ce truc de nombre de sélections pour partir sur cette nouvelle Coupe du Monde », parce qu'il y a quand même ce truc aussi. Hein. Une moyenne de sélection de combien, 40 ou 50, je crois, sélections. Alors, l'Afrique du Sud a une moyenne de 60 sélections. Oui, en tant que champion du monde. Mais c'est pas comparable. Ils n'ont pas du tout le même temps de jeu. Je suis d'accord avec toi, c'est pas comparable. Avec mais leur province. Par rapport à ce que disait Paul, c'est soit il accepte que ça change et qu'on met les joueurs qu'il est en train de tester aujourd'hui et les solutions qu'il est en train de tester aujourd'hui, soit on se dit ok, ça change pas et on va retrouver un Ficou, un Danty, je t'avoue que je suis pas sereine. Mais... C'est pas comparable, ok, mais on tendait, je trouve quand même, vers une comparaison dans le sens où maintenant que comme les cadres sont plus protégés, alors ils vont devoir, je dis pas qu'ils devaient être nuls en club, mais ils vont devoir encore plus prouver en club, donc peut-être encore plus jouer pour montrer qu'ils peuvent revenir en équipe de France, alors qu'avant, je dis pas qu'ils avaient leur rang de serviette et que voilà, et c'était des sénateurs, mais ils avaient quand même des certitudes et du coup ils pouvaient aussi gérer en fonction avec leur club. Exemple, les joueurs du Stade Toulousain qui sont quand même bien gérés. Bon, le cas Aldrit mérite débat et mérite peut-être une nouvelle gestion, mais ça pouvait être La Rochelle est intelligent, ils lui ont laissé faire 3 mois de pause, ça pouvait être envisagé. Pareil pour les autres clubs, maintenant il y a quand même plus de budget, il y a plus de manières de faire de plus gros effectifs. Donc, il y avait de quoi réfléchir là-dessus, je pense. Il y avait de quoi réfléchir là-dessus. Là, du coup, au final, oui, ils vont presque plus jouer. Ils vont plus jouer et imaginons s'il y a un changement de cap, je l'espère pas. Du coup, maintenant, il faut suivre le sélectionneur. Mais j'espère qu'il y aura plus de changement de cap parce que du coup, on aura encore plus usé des mecs qui ne méritaient pas forcément de l'être. Avant de dire au revoir à nos téléspectateurs de Via Occitanie, un petit prono pour ce match ? Est-ce que vous êtes plutôt serein ? Plutôt serein. Moi, depuis le début, tout le monde le dit, mais il faut se méfier quand même de cette Argentine. J'ai vu leur match, c'est une grosse équipe. Il faudra pas faire le même match que contre la Nouvelle-Zélande, parce que malgré après qu'on soit sorti de l'engouement d'une belle victoire comme ça, etc., quand tu analyses le match et que tu le regardes et tout, tu te rends compte que quand même ce match, tu le joues 10 fois, je pense que tu le gagnes pas beaucoup quand même. Donc si tu refais la même prestation, c'est vrai, si tu refais la même prestation, non mais c'est vrai, c'est toutes les stats, tous les trucs et tout, donc, et puis même l'impression générale. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'équipe de France fasse un meilleur match, ils en ont la capacité. Il y a quand même une incertitude sur qu'est-ce que va proposer l'Argentine. Non, moi, je pense que la France va s'imposer. Mais ça va quand même pas être une promenade de santé, quoi. Oui, voilà. Moi, c'est un peu un match qui me fait peur parce qu'on peut se dire on a battu les Blacks, qui est une des meilleures nations au monde, comme tout le monde nous connaît. Et est-ce qu'il va y avoir un relâchement ? J'ose espérer que non, parce que ça reste l'Argentine, une équipe qui a battu toutes les nations cette année dans le Rugby Championship, qui a battu l'Afrique du Sud, qui a battu la Nouvelle-Zélande, qui a battu l'Australie, donc qui nous a battus cet été. Donc c'est un match qui me fait peur, mais je nous vois nous imposer, mais pas de 20 points non plus, quoi. J'ai du mal. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est de savoir
quelle équipe va plutôt tenir le ballon. On ne l'a pas du tout tenu face à la Nouvelle-Zélande, mais un peu forcé aussi. Les Argentins ne l'ont pas tenu non plus face à l'Irlande, mais avec le plan de jeu de l'Irlande, ça se comprend un peu. Qui va avoir un peu cette responsabilité? On a vu que contre la Nouvelle-Zélande, on avait quand même eu du mal à enchaîner les séquences et on a pu jouer... être sur des ballons de récupération, là où on est très fort, mais les Argentins aussi. Donc c'est là où c'est intéressant, je trouve, l'opposition de style, parce que c'est pas, il y a vraiment une incertitude là-dessus. C'est 2 grosses défenses face à 2 attaques un peu plus en difficulté. C'est ça, parce qu'en plus, franchement, les Argentins, contre l'Irlande, c'était... ils vont pas vouloir, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir changer leur fusil d'épaule? Ils ont brillé au sol, ils ont brillé justement à faire déjouer ces Irlandais qui ont l'habitude d'enchaîner les séquences. Donc eux, ils savent tenir le ballon. Ils ont brillé comme ça, est-ce qu'ils vont vouloir prendre le risque de tenir plus le ballon et tout? Ça va être intéressant d'observer ça. Ça, je trouve que vraiment... L'Argentine qui va faire face au 15 de France avec 10 joueurs qui jouent en top 14. Quand même. Oui, on les connaît bien. Malia, ils nous connaissent bien. Attendez, je regarde. Enfin bon, en tout cas, une très très belle équipe d'Argentine. Rodrigo Isgro à l'aile. Franchement, ça risque d'être vraiment pas mal. En tout cas, on l'espère. Et moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de points. J'espère surtout vu ce qu'on vient de dire, je suis pas sûr. Bah ouais, moi j'espère qu'il va y avoir des essais. Pour moi, un match un peu plus fermé, quoi. Voilà, moi tactique. Aussi. Tu vois, je pense que le staff en plus avait prévu, et ça tu le vois quand tu lis un petit peu tout ce qui a été dit. Ils avaient prévu un match plus tactique face à la Nouvelle-Zélande. Ils avaient beaucoup travaillé le jeu au pied, tout ça, et au final, ça n'a pas été du tout le cas, quoi. Donc, je pense qu'ils vont peut-être s'en préparer là, en vrai. Bon, écoutez, j'espère naïvement, en tout cas, que ce sera le cas. Merci à nos téléspectateurs de Via Occitanie d'avoir été avec nous. Vous connaissez le rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours aussi en forme. Voilà pour nos téléspectateurs de Via Occitanie. Maintenant sur Twitch, on reste avec vous et on va passer dans ma partie préférée de cette émission, puisqu'on va jouer un petit peu. N'hésitez pas aussi à nous donner vos pronos pour ce match contre l'Argentine, mais aussi vos pronos pour le top 14, puisqu'on y reviendra tout à l'heure. Ça fait plaisir, le retour du championnat. Ça fait plaisir. C'était long. Hein. Ah ouais, quand Allez, même. c'est parti, on joue. Alors, cette semaine, Romain nous a préparé un petit jeu sur la Pro D2. Donc, je vais te laisser l'honneur. Pour rappel, cette semaine, le championnat fait une pause. On s'est dit qu'on allait faire le bilan un petit peu de ces 2 premiers blocs en jouant pour que ce soit ludique. N'hésitez pas à participer, vous le savez. Romain, à toi l'honneur. Un peu d'indulgence parce que c'est mon premier jeu, donc je ne sais pas si j'ai vu trop dur, trop facile pour vous qui êtes des experts de la veille Pro D2 et du championnat maintenant. Donc voilà. Donc après, tu les as fait. Paul, il est pas bien. En journée, un tiers du championnat. Ouais. Il y a 29 joueurs qui ont marqué au moins un doublé dans ce championnat. Attends, mais je vois... Mais tu sais ce qu'il a fait, là? Il a pris le tableau Excel de Ludo. Exactement. Ok. 29 joueurs, doublé ou triplé. On a combien de temps? On se dit combien de temps? On se dit... non, mais moi, je veux juste 10 bonnes réponses et vous avez le droit à 5 échecs. Vous êtes tous les deux ensemble. Un doublé? Un doublé ou un triplé. Ok, Simon Renda? Simon Renda, c'est bon. Gabin Laure. C'est bon aussi. Après... Chez moi, je crois que... Alors, chez moi, je crois que j'en ai pas... Au moins 2. Rayak, peut-être? Rayak, non. Ah, Steph Ahmed. Steph Ahmed. Son d'Aurillac. C'est pas bon. Mais c'est un doublé. Ah mince, je pensais le nombre d'essais. Non, et je sais qu'il a marqué au moins 3 essais. Un doublé sur un match. Sur un match. Ah, okay. Si on prend Nevers... Vous avez 3 bonnes réponses et un échec pour le moment. Ah oui. Ça va. Nevers, il y a ce 8, là. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, il n'y a pas de 8. D'accord, il n'y a pas de 8. Très bien. Qu'est-ce qu'ils disent un peu? Le chat, ils vont nous aider. Le numéro 11, Fidjian de Montauban. Alors, malheureusement, non. Joshua Vici n'a pas... Il y a d'autres joueurs de Montauban. C'est vrai? Oui. Ah, mais il y a Kevin Firmin. Kevin Firmin, bien sûr. T'as l'honneur. Bien sûr, t'as l'honneur. Chez toi, à Brive, là? Il y en a aussi. Il y en a 3. 3. Alors, c'est vrai. Ferté. Ferté, c'est bon. Ferté, ouais, mais j'ai hésité entre Ferté ou Carbonneau. Mais je pense pas que Carbonneau ait mis un doublé. James Lowe. 5 bonnes réponses. Cornelos. Non, pas un doublé. À Soyo, Ben Bautica? Non plus. Non plus, d'accord. Purée. On compte pas les mauvaises réponses, sinon on va pas s'en sortir. Vous avec moi, ceux-là, on a pas mal de mauvaises réponses quand même. On a pas mal de mauvaises réponses. Balance des blasts, des trucs comme ça. Non, mais à Soyo Angoulême, du coup je veux pas le dire, mais Johnny May.
Johnny May. Il a pas mis. Pour moi, genre, il a pas mis un doublé. Non, peut-être pas. Je pense pas. Bon, dans le chat, on nous aide un peu. Adrien Lapeg. Lapeg, bien sûr. On l'a oublié, mais bon. Ouais, on l'a oublié. Là, il y a du. C'est sûr. À Béziers, il y en a d'autres ou pas? À Béziers, oui, il y en a un autre. Est-ce que c'est un demi de mêlée? Non. Que dit le chat du coup? Le chat, ils nous disent Cyril Deligny. Cyril Deligny, c'est bon. Ouais. Bien sûr. Palmier, non, il a pas mis. Ah, Dridi. Palmier, il a pas mis. Dridi, c'est bon aussi. Ah, ils sont forts dans le chat. Hein. Ils sont très forts. Non, Palmier, je crois pas. Hein. Ce match, non. Et vous avez encore le droit à 2 erreurs et il vous en manque 2. Couillou. Il nous en manque 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, que 2. Couillou. Alors, attendez. Pour arriver à 10. Alors, dans le chat, ils sont pas mal. Couillou. Ouais, ils ont les réponses sous les yeux dans le chat. Couillou, non, je pense pas. Il a pas fait. Non, on le dit pas. Non, j'ai rien dit. Est-ce que du côté de Provence Rugby, il y en a un deuxième? De Provence Rugby, il n'y en a pas de deuxième. Ok. Ça, j'essaie d'avoir un peu. Donc le chat, mais si je te donne les noms. Mais non, mais il faut pas. Oui. Si, dans le chat, ils disent Mathiron, ils disent Boulacel de Béziers. Ahmed, on l'a déjà dit. Il a souri, je sens qu'il y a une bonne réponse. Pas comme, non, il n'a pas mis un doublé. Non, pas comme, je crois pas. Non. Oh, il marque contre toi, le talonneur de Colomiers. Le talonneur de Colomiers y est. Oh, j'ai plus son blaze. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il est souvent remplaçant? Enfin, est-ce que... J'ai de tête comme ça, mais il a joué en top 14. Le talonneur de Colomiers. Les gars, aidez-nous dans le chat. Est-ce que moi je pensais à... Non, Da Silva, il a pas mis un doublé? Ils l'ont cité, je crois. Tu veux dire Da Silva? Allez. Ouais, Allez. Non, mais il nous faut le qu'il a marqué des de points, mais... Oui, bah, allez, demande dans le chat. Un dernier. Dim Chef. Dim Chef, voilà. Ouais, comment tu veux que je sorte ça? Bravo quand même, parce que c'était Vas-y, les autres. Les autres, alors il y avait Wilmar Arnoldi. Ouais. Donc Boulacel, bien sûr, de Béziers. Chez toi, il y en a... Chez Abrive À Brive, il n'y en avait plus. Il y avait Dridi et Da Silva. Ouais. À Montauban, il restait... Mais non, je les ai tous dit. Ah oui, Renda. Si, il restait J.T. Jackson. À Agen, je pense. Oh, à Agen, il a mis un doublé, j'avais oublié. Béziers. À Béziers, du coup, il restait Clément Douminc. Ah, purée, Douminc. Donc voilà, après plusieurs joueurs de Grenoble comme Javakia, Julien Farnoux. Farnoux, ouais. Voilà. Donc après, c'était vraiment juste un bourreau à Oyonnax. Mathiron y était, bien sûr. Ouais, ils l'ont cité dans le chat. Bourreau Oyonnax, j'aurais jamais dit, tu vois. Enfin, voilà, Gabin Rocher, oui, mais... Gabin Rocher de Nevers. Ils l'ont cité aussi, Rocher de Nevers. Voilà. Qui fait vraiment, pour le coup, qui sauve un peu les meubles à Nevers. Je trouve qu'à chaque fois, il est tranchant. Exactement. Donc, il est déjà à 5 essais pour un Nevers en difficulté. Tu vois le KSC, ce troisième ligne dont je parle? De Nevers. Oui, c'était Kevin Noam, je pense. Oui. Doubler, c'est dur quand même. Ouais. Tu sais, au début, c'est pour ça que j'ai dit, je dis Son et tout. Enfin, je pensais que c'était que plus de 3 essais doublés dans un match. Gabelor qui nous fait une saison encore. Gabelor, c'était triplé. Il y avait un autre triplé, c'était Mathis Gratien à Soyeux-Angoulême pour la première journée. Ah ouais. Ah ouais, celui-là, je l'avais pas. Voilà, c'était un peu de Pro D2 pour. Purée, bah, ça fait du bien. Non, ça fait du bien. L'équipe la plus représentée, c'est Brive ou Grenoble? Non, je pense que ça doit être Béziers, je pense. 3, ah ouais? 4 joueurs. 4 à Béziers? Ouais, 4. Ouais, et 4 à Montauban aussi. Ah ouais, purée. Les équipes en forme du début. Et aucun Biarro? Biarritz, sinon, il y avait Zach Kibiric. Et voilà, exactement. Et le centre, non, si tu me dis qu'il n'y a que lui. Ok. Bon, mais c'est pas mal, on s'en est pas trop mal sorti. Ah, bravo au chat aussi. Ouais, bravo au chat qui nous a bien aidés. Non, c'était bien. Franchement, on a appris plein de... Purée, comme quoi, il y a des ailiers importants à marquer un doublé, c'est sûr que c'est pas... Ou un triplé... Il y a des ailiers qu'on n'a pas mis, quoi. Donc c'est pas toujours talonneur. En Pro D2, tu vois, ça reste. Il y a quand même beaucoup d'essais d'avant aussi. Oui, sans vouloir faire de clichés. Il y a beaucoup de talonneurs. Mais bon, souvent, tu vois, quand on fait l'éveil et tout, on se rend compte, purée, on a toujours envie de faire, c'est la soirée des talonneurs. Mais au final, à force. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on se fasse un petit jeu en plus? Bah vas-y. Je vous ai préparé un plus ou moins spécial France-Argentine. Ouais. Ok, qui balaie un petit peu, alors j'allais dire toutes les confrontations, à partir des années 2000. D'accord, je suis pas allée plus haut. Ce qui paraît logique, hein, on est tous à peu près sur la même moyenne d'âge. Donc, plus ou moins, on démarre doucement. Ok, mais après, écoutez bien les questions.
plus ou moins de 35 points marqués par les Bleus lors du dernier match face à l'Argentine. Mais on doit répondre... Eh ben, chacun donne sa réponse. Moi, je dis moins. Le dernier match France-Argentine. Bah oui, moins. Ok, dans le chat, on dit plus, moins, c'est partagé. Ouais, c'était cet été. C'est moins, 25 points. 15 de France était incliné 25-33 à Buenos Aires. Lors de la dernière tournée... J'ai peur de ne pas avoir bien compris la question. Non, ça va, ça commence facile. Oui, je commence facile. Ouais, c'est vrai, ça va. Plus ou moins de 5 victoires pour la France sur les 10 dernières confrontations. Plus ou moins. Plus. Ouais. On a déjà 4 sur les 5 derniers. Ouais, aussi plus. Ouais, plus. 7 ? C'est 7 victoires sur les 10 dernières confrontations. Et 4 sur les 5 dernières. Je me demande si tu l'as pas lu quelque part, parce que je suis sûre que je l'ai lu dans un article cette semaine. Ça... Non ? Je trahis pas mes sources. Plus ou moins de 6 confrontations en Coupe du Monde. Plus. Il y en a 2 en 2007. Ah non, peut-être pas plus. En 2007, il y en a une en 2019. Oui. 3. Et après, avant, peut-être. Moi, je Allez, dis dire plus. Moi, je dis dire moins. C'est moins. Ouais, 5. 2 matchs de poule, un quart de finale, 99. Et un match de classement pour la 3e place en 2007. Ça fait que 4. 99, de 2007 et un je pensais qu'on avait joué un peu. Plus ou moins de 20 points inscrits lors de la dernière confrontation au Vélodrome. C'était en 2008. 2008, je vais dire 20 points inscrits par les... Plus ou moins de 20 points inscrits je vais dire par les moins, Français. je tente le coup. Moi, je vais dire plus. C'est moins. Voilà, c'est un timide 12-6 voilà, je chantais bien pour la France. T'as senti le truc? J'ai plus de souvenirs. Non, mais 2000, ces années-là, il y avait moins de points quand même au niveau international. C'est pour ça que j'ai dit l'année. Tu regardes. 20 points, c'est quand même pas beaucoup. Voilà. Mais non, c'est pas énorme. Mais je trouve qu'avant, si tu regardes, je trouve que sur les matchs un peu comme ça, il y a des fois, même au tournoi et tout, des fois, il y a moins de points. Pour l'instant, vous êtes à égalité, Tu messieurs. vois, quand on fait le Grand Chelem en 2010, on fait des matchs. Oui, c'est vrai. C'était vraiment. C'est fermé. Fait fermer. Plus ou moins. Écoutez bien celle-là, parce que plus ou moins de 3 matchs joués face à l'Argentine pour Gaël Fickou. Bah attends, là, il en a eu en 2010. 3. Ça peut paraître évident, mais. Sur les 10 dernières confrontations. Moi, je vais dire plus. Moi, je vais dire moins. Ok. Dans le chat, c'est plus. Il y en a un qui a dit moins. C'est plus. Il va jouer son 6e match vendredi. Donc c'était Parce qu'il fait pas les tournées normalement. Alors, il les a pas mal joué dans les tests. Ouais, et lui, il a depuis tellement longtemps que tu vois, sur les tests de novembre. Il y a plus de 90 sélections, il y en a bien 6 contre l'Argentine. Il a joué 4500 matchs, oui. Pas tant, mais bon, c'est celui qui en a joué le plus. C'est qu'il a 92. Arrête, 90 sélections, c'est notre joueur. Wouhou, on en a même pas un à 100. Et on est là en mode, il en a joué 40 000. Il a affronté les Pumas 2 fois lors de la tournée d'été en 2016, une fois tournée d'automne en 2018, une fois Coupe du Monde en 2019 et une fois tournée d'automne en 2021. Ce qui fait donc, si j'ai bien calculé, 6. Ben, ça fera 6 là. Plus ou moins de 5 joueurs fêtaient leur première sélection dans le 15 de départ lors du premier match de la tournée d'été en 2023. Plus ou moins de 15 5. 5 dans le 15 de départ. Ouais. Plus. Ok. Plus. Allez, donnez des noms. Ça fait 2. Guillard était titulaire ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Qui y avait dans... Attends. Et B. Je me souviens plus du. Non mais. Il y avait Barré, mais c'est pas ça. Atisok B. Oui, Atisok B, 4. Au centre. Au centre, c'était quoi la paire de centre? Frisch. Oui. Sur l'aile. Sur l'aile. On avait un petit nouveau. Un petit nouveau aussi. Bah Atisok B et. C'était qui? Lester Etienne. Ah oui, c'est vrai, Etienne. Et devant, il n'y avait pas? Ça, c'était loin déjà. Vous trouvez pas qu'on oublie super vite? C'est vrai. Bon, il s'est passé des choses. Et ce qui est fou, alors la 3e ligne. Cancorier. Bah si, il y avait Nouchi, non? Ah. Oui. Il n'était pas titulaire. Non, il n'était pas titulaire. Cancorier, Jordan Joseph. Oui, Jordan Joseph. Et il y avait c'était pas sa première. Si. Cancorier? Non.
Premier match, première titularisation. Titularisation. Peut-être, oui, parce qu'il a déjà eu il était déjà sélectionné avant. Tu sais, qu'en Corée, c'est un faux nouveau. Hein. Oui. C'était un faux nouveau. C'était, il était là. Il a explosé il y a quelques années maintenant à Clermont. Donc il était là. Il y avait Colombe aussi. Première titularisation. Titularisation. Oui, parce que après c'était Barlow. Oui. Barlow. Bon, on était à plus de 5. Oui. Allez, il en reste 2. Plus ou moins de 15 points inscrits pour Thomas Ramos lors de son dernier match face à l'Argentine. Je me souviens. C'était quand C'était une tournée de novembre 2021 alors. 15 et on avait gagné, je me souviens plus. 15 c'est beaucoup, moi. Je vais dire moins aussi, ouais. 15 c'est beaucoup. Ouais. C'est moins. 0, il était remplaçant, il a joué 20 minutes. Ouais. C'est vrai que 2021, il n'était pas encore... C'était examiné. Plus ou moins de 6 points inscrits pour Astoy lors du dernier match face aux Pumas. Plus. Bien. C'est plus. 10 points, 2 pénalités et 2 transformations. C'est lui qui a inscrit le plus de points. Lors de cette dernière confrontation, c'était donc 25-33, on en a parlé au début. Bon, vous en sortez bien, je crois que ça fait égalité. Non, je crois que j'ai gagné. Parce que visiblement, Aurélien n'a pas mis le compte aujourd'hui. Je n'avais pas les... Tu n'as même pas compté les points. Mais si, j'ai compté. Bon, sur le replay, je compterai les points et je vous mettrai en commentaire qui a gagné. Je pense qu'il y a match nul. C'est important pour Paul. Donc. Moi, je pense que j'ai gagné. Je crois qu'il y a match nul. Toujours, toi, tu veux gagner, là. Je crois qu'il s'est trompé 2 fois et je me suis trompé qu'une fois. T'inquiète, je vérifierai. Est-ce que ça vous va si on passe ? Il y a la vidéo. Oui, il y a la vidéo. Alors, on peut faire appel à l'arbitre. Hein. Je ferai appel à Aurélien tout à l'heure. Il n'y a personne qui a compté les points dans le chat. Non, mais ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Peut-être. Ils regardent l'émission, ils jouent. Ils ont joué avec nous, donc non. Bon, est-ce qu'on peut passer à la dernière partie de cette émission ? Alors, regarde, il y a des messages. Tu le vois là, regardez, il veut savoir s'il a gagné. C'est le but du jeu quand même de gagner. Arrêtez avec vos jeux où il n'y a pas de gagnant. Il y a un jeu, on gagne ou pas, on perd. D'accord, allez. Alors on va voir si tu vas gagner ou perdre ce week-end avec les pronos. On se lance. On a les spécialistes. Allez, c'est parti. Donc, Malpro là. T'es combien au classement ? Je crois que je domine toujours, j'espère. J'espère. Bien sûr, Aurélien va nous mettre à l'écran. J'avais un point d'avance sur Vincent Franco avant la dernière journée. Voilà. Là, je peux vous dire que... T'as fait un petit... J'ai fait un petit break. Il a fait un petit break là. Purée. La dernière journée, parce que vous étiez très proches. Oui, il y avait un point d'écart. Bon, il y a quand même Quentin qui est aux fraises, mais ça fait 2-3 journées. Et Vincent va commencer à regarder derrière surtout, plus que devant. Ouais, là ça commence à... Oula, tu peux un peu tuer le jeu ce week-end. Hein. Ouais, Romain a fait une très très bonne journée lors de la dernière journée, du coup, parce qu'en fait, il avait mis pas mal, je crois qu'il avait 3 bonus corrects, en fait. Mais là, en plus, il repart sur des bonus avec Vincent, c'est là où il se... Et voilà. Entre vous deux, là. Non, mais il a oublié les bonus, Vincent. Il a oublié les bonus. Il n'a pas voulu en mettre, donc écoutez. C'est peut-être une stratégie de sa part. Ouais, c'est ce qu'a tenté Quentin la dernière fois, ça n'a pas trop marché. Donc, Ouais, voilà, écoutez. Bon, on commence par ce Toulon-Bayonne. Alors, sur la Dream Team, il y a tout le monde qui est d'accord, là. Oui, pour le coup. Là, il n'y en a pas un qui s'est dit on va mettre un petit truc panache. Hein. Non. Vous n'étiez pas inspiré. Bon, non, c'est la reprise. C'est la reprise. Ouais, je vois quand même Toulon frapper fort d'entrée, là. Ah ouais. Je sais pas. Ouais, c'était vraiment... Je sais pas pourquoi, je sentais, et j'ai vu, pour le coup j'ai répondu en premier pour les pronostics, donc j'avais pas vu les réponses de mes adversaires, mais je suis content. Un petit message là, non ? Je suis content. C'est un petit message que t'envoies, c'est-à-dire que... Je me fais chambrer par Vincent Franco qui dit que je copie ses résultats, mais bizarrement je suis quand même devant lui, donc si je copiais... tu serais derrière. Et je serais derrière ou à égalité. Donc non, je suis content de démarquer sur Toulon-Bayonne parce que je vois le retour de Pierre Mignoni sur le banc. On n'a pas voulu en parler tout à l'heure, mais ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Mayol qui retrouve son équipe. Et moi, non, c'était plus une intuition que... Je n'ai pas beaucoup de justification, mais c'était... Vous voyez, sur tous les matchs qu'il y a ce week-end, le seul où je vois peut-être une victoire à l'extérieur, c'est ce Montpellier-Pau. Je trouve Bordeaux à Vannes. Ah oui, pardon, c'est Vannes UBB. Non, mais du moins, un résultat différent du vôtre, de la Dream Team, pour moi, ce serait Pau à Montpellier. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis qu'à un moment donné,
À un moment donné, je dis, ils vont se réveiller, ils vont aller faire le coup, tu vois. Ouais, mais ils vont se réveiller, mais sans. Montpellier-Pau, c'est bien le match à la con. Sans Gaëton, sans Atisogbe, sans Gorgadze, ça fait quand même beaucoup d'absents majeurs à Pau, et c'est ce qui me fait. Et surtout que Montpellier n'est pas trop handicapé par la fenêtre internationale. Non. Et ils ont toujours les Vunipola, il y a Serfontaine qui revient, leur révélation un peu Moustin qui est là. C'est ils ont pour moi, à part dans la sérénité, je crois qu'il est blessé. Voilà, c'est une équipe qui a pu travailler pas pendant 2 semaines parce qu'ils ont dû avoir des vacances, mais et qui montait mine de rien en puissance. Ils avaient battu La Rochelle, il semble. Donc non, moi j'étais assez serein pour Montpellier, plus inquiet pour Pau. Est-ce qu'on se fait je comprends pas pourquoi vous mettez pas à part Quentin, pas de bonus pour Toulouse. Pas de bonus pour Toulouse parce que mine de rien, il leur manque quand même pas mal de monde, notamment derrière. Et puis Perpignan, je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, je me suis défendu sur Perpignan et j'étais content parce qu'ils avaient gagné contre Vannes, il me semble, après. Donc non, Perpignan, c'est une équipe qui peut embêter Toulouse, je pense. Je ne les vois pas prendre un bonus défensif, mais je ne vois pas non plus Toulouse leur mettre 30 points. Ça va vite maintenant les bonus. Je vois. 3 essais d'écart. Dans le chat, on nous dit si Vannes ne gagne pas 2 matchs pendant les doublons, ça sent la descente. Va falloir. Oui, alors c'est factuel pour le coup. Hein. Mais pourquoi pas une victoire de Vannes contre Bordeaux? Moi, j'y crois pas non plus. Je suis d'accord avec nos 3 amis pronostiqueurs. Il y a trop d'écart de niveau là. Surtout de Bordeaux a quand même la chance de pouvoir compter sur quelques mecs qui auraient pu ne pas être là. On pense à Jalibert, on pense à Mathieu, voilà, tout ça. Beauchaton, potentiellement Buros. Oui, peut-être que Buros. S'il fait pas partie des réservistes. Il fait pas partie des réservistes, mais tu sais, il a une béquille et tout ça, donc il me semble que ils vont pas le faire jouer. Si après, ça voudrait dire que le vendredi il est pas prêt pour l'équipe de France, mais le samedi il est prêt pour. Non, parce qu'il fallait qu'il soit prêt. Pour s'entraîner, dès aujourd'hui. Ok. Non, je vois trop l'UBB forte. Ils vont peut-être être embêtés, mais en tout cas sur ce qu'a montré Vannes depuis le début de la saison, aussi à domicile, j'ai pas encore vu les Vannetais aussi pouvoir moi je te trouve dur. Je pense vraiment que sur un match de reprise comme ça, non mais Vannes ils ont les qualités de faire quelque chose. Il faut pas oublier quand même Bordeaux. Alors vous dites qu'il y a des joueurs importants, genre Jalibert, Buros qui pourrait revenir, admettons, mais il y a quand même pas mal d'absents. Sur les lignes arrière, regarde au centre. Il faut faire regarder l'équipe qu'ils vont aligner que celle qu'ils auraient pu aligner, mais ça reste quand même. D'accord, ça reste costaud, mais je dis attention à Vannes. Mathieu, Vergne, Diaby, Swinton, ils sont équipés. C'était une grande force de Bordeaux, j'ai trouvé par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils ont renforcé l'effectif, notamment pour ces matchs-là, et je les vois pas passer à côté. Bon voilà, Huberti. C'est des joueurs Rensburg. Oui, voilà, Van Rensburg, Rotière, Lesgourg, Diaby. Ils ont quand même. Lesgourg. Il doit y avoir Cazot devant. Non, mais ils ont quand même. Je trouve qu'ils ont des bons joueurs, bien sûr, mais il ne faut pas sous-coter Vannes. Non, mais on ne sous-cote pas. Mais après, je trouve quand même qu'à domicile, Vannes a toujours eu des difficultés. Face à Toulouse, sur la première journée, c'était compliqué. Ils n'ont pas été trop invités. Ils ont perdu face à un Racing qui était vraiment en pré-crise énorme. Ils ont battu Lyon, mais... Avec l'erreur de Nina Julie. Voilà, l'erreur de Nina Julie. Ils n'ont pas fait encore vraiment une performance. Contre Castres. Voilà, mais c'est vrai que Bordeaux, c'est quand même vraiment... Tu vois, ça va être Toulouse. C'est quand même ce qui se fait un peu de mieux. Quoi. Okay. On va évoquer ce dernier match. Ce derby Stade Français Racing. Derby francilien. Est-ce qu'il vous inspire ? Unanime. Il y a déjà eu des derbys qui m'ont un peu plus inspiré. Mais en tout cas, vous voyez tous les trois le Stade Français s'imposer. Je vois le Racing encore un peu malade. Même s'ils ont gagné à Pau, je les vois quand même. Et pour le coup, une ligne d'arrière du Racing où il manque quand même pas mal de monde. Il n'y a pas Tussova, pas Farrell, pas Ficou, pas Le Garec. C'est pas Farrell qui est blessé. Ça fait quand même beaucoup de joueurs importants de cette ligne de 3/4. Et le Stade Français,
je sais pas, je vois le Stade Français solide, qui a commencé à retrouver de la solidité devant avec des piliers qui sont de retour, même si là ils n'auront pas Gomes Codella, mais ils ont quand même retrouvé de la solidité, je trouve, le Stade Français devant, ce qui était leur gros point fort la saison dernière, et je trouve que ça va quand même mieux au Stade Français. Sur la logique, je vous suis, c'est juste que je trouve quand même que le Racing a cette fâcheuse tendance à un peu doucher les espoirs, je trouve, souvent du Stade Français, les saisons passées, les matchs importants et tout, c'est pour le Racing souvent dans ces derbys-là. Donc, Et après, dans cette équipe du Racing, je ne vois pas qui peut faire basculer le match pour c'est vrai. C'est vrai, pour le coup, il leur manque vraiment beaucoup de joueurs importants. Donc, alors que dans le chat, ils disent justement que le Stade Français n'est pas trop touché par les doublons. Moins que le Racing, en tout cas, ça c'est sûr. Moins que le Racing. Ça, c'est sûr. Non, et puis ce Stade Français, il se doit de gagner, surtout dans ce derby. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est quand même le derby francilien, parisien, comment on dit ? Francilien. Tu peux dire les deux. Moi, je dis les deux. Je fais attention, parce que certains pourraient m'en vouloir. Francilien, si tu veux vraiment être... Voilà, mais... Non, mais voilà, ce Stade Français, il se doit de gagner. Au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table, et je trouve que ce serait le moment parfait face au Racing, quoi. Voilà. Non, mais d'accord. C'est sûr. Pour conclure. Oui, je pense que c'est pour Paris quand même. C'est sûr qu'en tout cas, ils seront moins touchés et ça sera moins compliqué pour eux que pour le Racing. On sent que Vincent Franco est confiant pour Castro, par contre. C'est le seul qui ne voit pas de match serré. C'est clair. Je ne sais pas ce qu'en pense Paul de ce Castro La Rochelle, mais... Moi, je suis plutôt d'accord même avec Vincent. En fait, encore une fois, pour des pronos, après, il y a ton intuition et à ce que tu te rapportes en fait, aussi à ce que tu as vu depuis sur le premier bloc et tout, quoi. La Rochelle n'a pas encore, un peu comme pour Vannes, m'a pas encore montré qu'à l'extérieur, vraiment, ils étaient vraiment capables de faire le match qu'il faut. Il y a du mieux. Je trouve qu'ils ont... c'est La Rochelle, ils peuvent s'imposer à Castres sans problème, mais je trouve que Castres est quand même solide à domicile. Donc... J'aurais quand même Castres s'imposer, mais on verra. Parce que je voyais La Rochelle s'imposer à Montpellier. Bon, ils ont pris 16-0. Donc, tu vois, les conditions étaient particulières. Ouais, c'est vrai, mais tu peux penser dans leur un peu ce jeu à l'époque de démolition, etc. Ils étaient supérieurs et ils se sont fait quand même ouvrir là-dessus, quoi. Donc, j'attends que La Rochelle fasse vraiment un vrai match à l'extérieur et qui montre, c'est un peu ce qui leur manque pour basculer vraiment définitivement du bon côté en championnat. J'espère que pour mes amis castrés, ça arrive ce week-end, quoi. Merci messieurs pour ces pronos. Merci à toi. On fera le point. Je ferai une colonne. On va voir si. Je ferai une colonne, Paul, à côté. Comme ça, on verra comment il se positionne dans les pronos. Dans les pronos. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il va marquer. Moi, je pense qu'il va tuer tout le monde là dans les semaines qui arrivent, Romain. Il aurait pu mettre un petit bonus. Il aurait mis un bonus pour Toulouse, j'aurais été encore plus d'accord. Je pense. Ouais, que Toulouse a quand même s'imposé avec le bonus. On verra, on en reparlera. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir comme d'habitude. Vous connaissez le rendez-vous tous les jeudis à 18h sur Twitch et en replay dès le jeudi soir sur Rugbyarama, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, YouTube, via Occitanie. La semaine prochaine, on se retrouve. J'étais en train de vous regarder avec aucun des deux, puisque ce sera Max et Yanis qui seront en plateau. On fera très probablement un petit débrief de cette tournée, mais pas que, parce qu'il y aura aussi pas mal d'autres choses à dire à côté. Et vendredi, allez les Bleus. Et vendredi, allez les Bleus. Demain, quoi. Oui, demain, d'accord, oui. Bah oui, quand même. Oui, allez, ok. Allez les Bleus et merci encore de nous avoir suivis. Salut. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits. Allez. Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.